Bonjour, bonsoir. Moi, je m'appelle Patrick Vendredi. Je suis expert formateur en renforcement du capital humain, stratégie et développement des organisations. Bienvenue à ce MOOC sur la thématique les politiques internes. Toute organisation a besoin de règles claires pour fonctionner efficacement. Ces règles appelées politiques internes définissent les comportements attendus, assurent la conformité légale et créent un climat de confiance. Dans ce MOOC, nous explorons ensemble 10 politiques clés qui renforcent la gouvernance et la performance organisationnelle. Comprendre, concevoir et appliquer les politiques internes indispensables à la bonne gouvernance et à l'éthique et à la conformité d'une organisation. Voilà le but que nous poursuivons à travers ce MOOC. Les politiques essentielles que nous allons voir, à savoir code de conduite, gestion des conflits d'intérêts, la politique de protection des lanceurs d'alerte, la politique de lutte contre la corruption et les pots de vin, la politique de protection des données, la sécurité numérique, la gouvernance du conseil d'administration, la politique de non-discrimination et de l'équité, la politique de tolérance zéro au harcèlement et rédiger et adapter des politiques internes. Voilà les différents points que nous allons aborder. Code de conduite et d'éthique. Le code de conduite et d'éthique traduit les valeurs fondamentales de l'organisation, intégrité, respect, transparence et responsabilité. Il définit les comportements attendus des membres, bénévoles, employés et dirigeants dans leurs interactions internes et externes. Il précise également les comportements prohibés comme les favoritismes, l'abus de pouvoir, fraude, harcèlement et discrimination. Dans Code de conduite, ça vise l'intégrité, le respect et la transparence. Les points clés du Code de conduite, il doit avoir rédaction claire. Le code doit être clairement écrit, diffusé à tous et signé par chaque membre de l'organisation. En point 2, mécanisme de disciplinaire. Il s'accompagne d'un mécanisme disciplinaire et de comité d'éthique pour veiller à son application rigoureuse. Et troisième point, c'est un outil prévention et exemplarité. C'est un outil de prévention des conflits et d'exemplarité du leadership à tous les niveaux. Fondement de l'intégrité organisationnelle. Le code de conduite constitue le socle moral et éthique de toute organisation moderne. Il définit les standards comportementaux attendus et établit un cadre de référence pour toutes les décisions professionnelles. Plus qu'un simple document, il incarne la culture organisationnelle et guide les actions quotidiennes de chaque collaborateur. Cette politique fondamentale vise à créer, comme nous l'avons dit plus haut, un environnement de travail basé sur la confiance mutuelle, le respect des valeurs communes et l'excellence opérationnelle. Elle protège à la fois l'organisation et ses membres en établissant des règles claires et transparentes. Nous allons aborder maintenant la gestion des conflits d'intérêts. Un conflit d'intérêts survient lorsque l'intérêt personnel d'un membre peut influencer ou sembler influencer ses décisions professionnelles. La transparence est la meilleure prévention. En 3 points, nous pouvons définir ce point, c'est-à-dire attribution de contrat à des proches ou membres de la famille, décision personnelle, c'est-à-dire participation à des décisions concernant une entité où l'on détient un intérêt personnel. Troisième pilier, acceptation de cadeaux d'un partenaire commercial ou institutionnel. Tous ces éléments-là rentrent dans la partie des conflits d'intérêts. Typologie des conflits d'intérêts. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a conflit d'intérêts personnels, il y a conflit d'intérêts financiers, il y a des conflits d'intérêts relationnels. Conflit d'intérêts personnels, c'est situations où les décisions professionnelles affectent directement la famille, les amis proches ou les relations personnelles. Cela inclut les recrutements familiaux, les attributions de contrats à des proches ou les évaluations et impliquant des relations personnelles. Il y a conflit financier, circonstances où un gain financier personnel pourrait découler d'une décision professionnelle. Conflit relationnel, c'est-à-dire situations impliquant du favoritisme, des traitements de préférentiels injustifiés ou des biais relationnels affectant l'équité décisionnelle. Ces conflits sont souvent les plus difficiles à identifier car ils peuvent paraître subtils. Procédure de gestion structurée. Pour gérer les conflits de manière structurée, d'abord, il y a 4 éléments. On doit se focaliser sur 4 éléments. D'abord, l'identification proactive, c'est-à-dire développer une capacité d'auto-évaluation pour reconnaître les situations potentiellement conflictuelles avant qu'elles ne deviennent problématiques. Formation à la sensibilité éthique
et aux signaux d'alarme. Déclaration immédiate, c'est-à-dire signalement transparent aux supérieurs hiérarchiques, direct ou au service conformité. Documentation écrite de la situation, des parties impliquées et des enjeux potentiels. Transparence totale dans la démarche. Évaluation collégiale, analyse objective de la situation par une instance neutre. Évaluation des risques réels, des perceptions externes et de l'impact potentiel sur l'organisation, recherche de solutions préservant l'intégrité, mise en œuvre de solutions, c'est-à-dire appliquer des mesures correctives, c'est-à-dire réallocation des responsabilités, retrait du processus décisionnel ou supervision renforcée, suivi de l'efficacité des mesures adoptées. Quelles sont les mesures préventives? C'est-à-dire, il y a la déclaration annuelle d'intérêt par tous les membres et dirigeants de l'organisation. Il y a l'abstention lors des décisions conflictuelles pour garantir l'impartialité. Il y a le registre et suivi, tenue de registre et de comité d'éthique chargé du suivi rigoureux. Comme principe fondamental, nous pouvons retenir que tout conflit d'intérêts doit être déclaré, documenté et géré de manière transparente. La politique de protection des lanceurs d'alerte. Le lanceur d'alerte est une personne qui révèle de bonne foi une régularité, fraude, corruption ou tout autre comportement contraire à l'éthique. Le but n'est pas de la dénonciation, mais la préservation de l'intégrité organisationnelle. Pour ce faire, dans toute organisation, on doit avoir 3 éléments clés. D'abord, la confidentialité. La confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte est garantie à tout moment. La protection, l'absence de représailles ou de sanctions contre le lanceur d'alerte. Et puis, canal sécurisé, c'est-à-dire l'existence d'un canal de signalement sûr, courriel confidentiel, boîte postale, plateforme sécurisée, etc. Importance stratégique. En fait, ça permet, quand nous avons un lanceur d'alerte, ça permet de faire la détection précoce, c'est-à-dire identification des irrégularités avant qu'elles n'atteignent un niveau critique. Cette anticipation permet des interventions correctives moins coûteuses et moins dommageables pour la réputation organisationnelle. Il y a la protection organisationnelle, c'est-à-dire la prévention de l'intégrité institutionnelle et prévention des scandales majeurs, des signalements internes. Évite souvent l'escalade vers des enquêtes externes ou des sanctions réglementaires. Il y a la sécurisation collective, protection de tous les collaborateurs contre les risques liés aux pratiques dangereuses ou illégales, création d'un environnement de travail plus sûr et plus éthique pour tous. Processus de signalement. D'abord, ça peut se faire en 5 étapes. D'abord, il peut y avoir en ligne, c'est-à-dire par téléphone. Il peut avoir une plateforme en ligne, c'est-à-dire portail sécurisé et chiffré. Il peut avoir un comité d'éthique, c'est-à-dire contact direct et impartial. Il peut avoir aussi l'enquête protégée, c'est-à-dire quand on a déclaré, il faut pouvoir procéder à des investigations pour s'assurer vraiment est-ce que les allégations qu'on a dit de telle personne, est-ce que qu'on a reproché à telle personne, est-ce que c'est fondé ou pas. Et après, suivi des mesures, c'est-à-dire actions correctives pour pouvoir atteindre, pour pouvoir faire respecter la décision qui a été prise. Politique de lutte contre la corruption. La corruption et les pots de vin sapent la crédibilité des organisations et compromettent leur financement. Une politique de tolérance zéro envers toute forme de corruption est essentielle. D'abord, il faut qu'il y ait une définition claire, c'est-à-dire pratiques interdites, paiements illicites, commissions occultes, cadeaux et excessifs. Deuxième point, il faut qu'il y ait du contrôle interne, c'est-à-dire des procédures de contrôle interne et d'audit régulier. Troisième point, il faut qu'il y ait des sanctions, c'est-à-dire sanctions disciplinaires en cas d'évaluation. Et troisième point, le point le plus important, quatrième point, c'est-à-dire la formation. C'est-à-dire il faut toujours former le personnel de manière régulière sur la probité, tout ce qui est bien en termes de bonne gouvernance, en termes d'éthique au sein de l'organisation. Pour ce faire, il faut qu'il y ait un dispositif de contrôle et de sanctions. Et ce dispositif de contrôle et de sanctions doit prévoir un certain nombre d'éléments que, comme nous venons de voir, il peut y avoir un mécanisme de détection et puis il y a un autre mécanisme, les échelles des sanctions. Et comme ce que nous pouvons retenir comme principe de proportionnalité, les sanctions doivent être adaptées à la gravité des faits, à leur impact organisationnel et aux circonstances particulières de chaque situation. Politique de protection des données. La politique encadre la collecte, le traitement et le stockage, le paquet et le partage des données. Elle vise à protéger
les données des bénéficiaires, des membres, des employés, des donateurs et des projets. Une violation des données peut avoir des conséquences juridiques et réputationnelles graves. La formation continue en protection et gestion responsable des données est indispensable. De ce fait, il y a quatre points essentiels qu'il faut tenir compte en matière de gestion des données. D'abord, il faut qu'il y ait le consentement du détenteur des données. Accès limité aux seules personnes autorisées. C'est-à-dire, dans l'organisation, tout le monde ne peut pas avoir accès aux données. Il faut qu'il y ait des personnes spécifiques pour ça. Il y a stockage et sécurisé, c'est-à-dire mot de passe, cryptage, sauvegarde régulière. Et puis, il y a la destruction, c'est-à-dire en fonction des données, il y a des périodes où on doit pouvoir détruire ces données-là. Typologie et classification des données. Il y a les données internes, il y a des données confidentielles, il y a des données publiques. Quand nous parlons des données publiques, en fait, on peut avoir des brochures commerciales, des communiqués et autres, tout ça. En termes de niveau de protection, en fait, là, c'est un truc standard. OK, c'est standard, en fait, c'est public, tout le monde peut voir. Et les données internes, c'est-à-dire, on peut voir par exemple, il y a les procédures que nous avons au sein de l'organisation, l'organigramme. Et en termes de niveau de protection, c'est-à-dire l'accès est contrôlé. Il y a les données confidentielles, comme les données des bénéficiaires, des clients, des fournisseurs, des contrats et autres, tout ça. Et niveau de protection, en fait, c'est chiffrement requis. C'est-à-dire, on doit avoir une bonne sécurité. Maintenant, il y a des données hautement sensibles, comme les données bancaires, des données médicales, c'est-à-dire il doit avoir en termes de niveau de protection, ça doit être niveau sécurité doit être maximal. La sécurité numérique, il y a la cyber-résilience organisationnelle. La sécurité numérique représente un défi croissant dans un environnement de menaces en constante évolution. Elle nécessite une approche holistique combinant technologie, procédures et sensibilisation humaine pour créer une cyber-résilience durable. Sécurité numérique. Les organisations sont vulnérables aux cyberattaques et fuites d'informations. La sécurité numérique révèle de tous les employés et de l'éducation numérique est une responsabilité collective. Pour ce faire, il faut mettre à jour la mise à jour régulière des logiciels et antivirus pour prévenir les vulnérabilités. En termes de mots de passe, il faut utiliser des mots de passe robustes et gestionnaires de mots de passe sécurisés. Et en termes de sensibilisation, il faut sensibiliser aux risques d'hameçon, phishing et aux autres menaces. Quand nous parlons de phishing, c'est-à-dire on peut recevoir des mails qui disent, bon voilà, mais les mails là ne sont pas fiables, qui représentent une opportunité pour l'organisation, alors que quand on va ouvrir ce mail, en fait, les pirates auront accès à toutes nos données. Et puis, il y a la sauvegarde régulière des données sensibles sur des supports sécurisés. La gouvernance au sein du conseil d'administration. Le conseil d'administration veille à la stratégie, la supervision et la redevabilité. Il doit garantir la cohérence entre la mission et les pratiques internes. En fait, il y a 4 piliers. D'abord, il y a les rôles définis, c'est-à-dire les rôles du conseil d'administration doivent être clairement définis entre le conseil d'administration et la direction exécutive. Et puis, il y a les réunions régulières, des réunions régulières avec procès verbal détaillé. Et puis, il y a la transparence, c'est-à-dire la transparence de la prise de décision et la publication des rapports. Et puis, en termes de compétences, des membres compétents et intègres. On peut dire que la rotation et l'évaluation périodique des membres sont essentielles pour une gouvernance efficace au sein du conseil d'administration. Quelques principes de bonne gouvernance. Nous pouvons citer la transparence, la reddition du compte, l'indépendance et puis la responsabilité sociale. La politique de non-discrimination et équité. Cette politique interdit toute discrimination fondée sur le genre, la religion, l'âge, le handicap, l'origine ou l'opinion. L'équité est un levier de performance et de légitimation et de légitimité sociale. Et c'est basé sur l'égalité d'accès, c'est-à-dire l'égalité d'accès à l'emploi et aux opportunités pour tous les membres de l'organisation. Recrutement transparent, c'est-à-dire des procédures de recrutement sont transparentes et objectives basées sur le mérite. Climat inclusif, c'est-à-dire un climat de travail respectueux et inclusif favorisant la diversité et l'appartenance. Politique zéro tolérance au harcèlement. Le harcèlement peut être moral, sexuelle ou psychologique. La tolérance zéro s'appuie à tous les niveaux hiérarchiques. La prévention repose sur la formation et la sensibilisation continue. D'abord, c'est définir les comportements clairs, prohibés dans tous les contextes professionnels. Mécanisme de plainte, c'est mettre en place un mécanisme confidentiel de plainte accessible à tous. Mesures de soutien, c'est-à-dire prévoir des mesures disciplinaires et de soutien aux victimes de harcèlement. Engagement absolu.
La politique de tolérance zéro signifie qu'aucune forme de harcèlement n'est acceptable, tolérée ou négociée. Cette position ferme protège tous les collaborateurs et maintient un environnement de travail respectueux. Environnement sécurisé, c'est-à-dire la création d'un climat de confiance où chaque personne peut s'exprimer librement, travailler sereinement et se développer professionnellement sans crainte d'intimidation ou de représailles. En fait, nous avons parlé les conseils, les différentes étapes pour rédiger des politiques internes. Nous venons de voir plusieurs politiques internes, mais quelles sont les différentes étapes pour l'élaboration de ces politiques-là? C'est-à-dire, il faut faire en première étape diagnostiquer. Il faut identifier les risques et les besoins spécifiques de votre organisation. Deuxième étape, c'est consultation, c'est-à-dire impliquer le personnel et les parties prenantes dans le processus. Troisième point, c'est rédaction, c'est-à-dire formulation simple, claire et contextualisée. Et quatrième point, c'est validation, c'est-à-dire par le CA ou la direction pour garantir l'adhésion. Et après, cinquième point, étape, c'est diffusion, c'est-à-dire communication et formation du personnel. Et sixième étape, c'est mise en œuvre, c'est-à-dire suivre et appliquer effectivement des politiques. Et après, en septième étape, il y a la mise à jour, c'est-à-dire dans les manuels, il y a une période où on doit pouvoir faire la mise à jour. N'oubliez pas, en fait, c'est la révision périodique selon l'évolution du contexte de votre organisation. Quelques conseils clés pour élaborer, pour rédiger vos politiques. D'abord, il y a la contextualisation qui est très importante. Évitez le copier-coller de modèles non contextualisés à votre organisation. Il y a langage accessible. Il faut utiliser un langage accessible sans jargon juridique excessif. Et puis, troisième point, il faut qu'il y ait, troisième conseil, la cohérence. Assurer une cohérence entre toutes les politiques qui existent dans votre organisation. C'est-à-dire toutes les politiques s'imbriquent. Il ne doit pas avoir une politique que vous allez rédiger et toute telle chose, mais qui n'est pas en adéquation avec les autres politiques existantes de votre organisation. Nous voilà, chers amis, chers responsables des organisations, nous venons d'élaborer, de partager avec vous un certain nombre d'informations sur les politiques internes. Et nous avons développé avec vous quelques politiques internes que vous devez mettre en place dans votre organisation. Nous espérons que ces informations vous auront apporté un plus pour la performance et l'impact de votre organisation. Je vous invite à intégrer ces pratiques-là dans vos organisations afin que vous puissiez impacter encore et encore durablement vos communautés. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci.